Donc, on va faire quelques présentations de dossiers. Cette première présentation, c'est une patiente de 53 ans, lomboradiculalgie inflammatoire bilatérale évoluant depuis plusieurs années, périmètre de marche 30 mètres. Ça, ce qui est très important pour déjà avoir une petite idée, avant toute imagerie, de savoir sur quoi on va tomber. Il y a une prise récente de poids, donc 25 kg en un an, ce qui aboutit à un BMI de 90 kg pour 1,60 m, pardon. Antécédent, donc arthrodèse L1, L5 en 2008. Donc, indication opératoire, il s'agissait d'une spondylodicite tuberculeuse compliquée de syndrome de la queue de cheval. Donc, ça, c'est la TDM diagnostique, donc, qui était très artefactée par le matériel d'arthrodèse. Ici, il s'agit d'un VRT qui vous est mis en display en histogramme os modifié, c'est-à-dire avec une expansion de l'échelle de manière à essayer d'atténuer les artefacts métalliques autant que faire se peut, mais très, très difficile à analyser. Donc on avait à disposition effectivement l'IRM du rachis arthrodésé. Alors l'IRM, même si elle est très artefactée ici au niveau de la colonne postérieure par justement la double rangée de tiges d'arthrodèse, vous voyez bien qu'au moins en régional ou à distance, elle est interprétable. Donc déjà, on regarde quand même l'aspect des vertèbres et on voit quand même que les vertèbres ne sont pas influencées par les artefacts. On voit que les vertèbres apparaissent raisonnablement fusionnées. Ça, c'est les séquences clés, les coupes clés qui sont la coupe maîtresse et les coupes sagittales, séquences T1 et T2. Et donc même si vous recevez des IRM qui ne sont pas séquencés avec des algorithmes de correction d'artefacts type Maverick, regardez toujours, même à distance, et ensuite comparez par rapport à votre propre imagerie. Donc voici l'imagerie planaire un peu traditionnelle, hein, un peu ancienne, surtout que c'est quelqu'un qui est obèse, donc vous avez une atténuation considérable, une diffusion considérable. Effectivement, on voit une espèce de pâté sur un segment lombaire qui est syphoscoliotique, et bien sûr, comme tout obèse, la gonarthrose bilatérale, ici. Alors donc on a fait une SPECT-CT sur le rachis lombaire. Je vous donne les images d'emblée triangulées sur l'IAP L5S1 gauche, puisque c'est là où se passaient, si je vous montre les images planaires, les événements manifestement. Et donc effectivement, il y a une hyperfixation donc, très intense de l'IAP gauche de L5S1 qui est congruente à donc un aspect dégénératif de l'IAP sur la coupe scanner homologue. Et quand on se reporte à partir du MIP sur l'IAP L4S1 droit, excusez-moi, L4L5 droit, il y a une coquille là-haut. Vous constatez également au voisinage de la tête de vis, donc une hyperfixation également intense avec des aspects dégénératifs sur le scanner embarqué. Voilà, de nouveau. Donc, quelles étaient les hypothèses? Est-ce que c'est un aspect post-op séquelaire normal, récidive du mal de Potte? Comme l'a dit notre ami radiologue, il est indispensable de connaître l'indication opératoire primitive du patient qui nous est réadressé parfois très tardivement. Ça peut être un problème dégénératif, ça peut être un problème infectiologique comme ici, ça peut être un problème néoplasique, ça peut être une ostéopathie constitutionnelle, et donc qui avec les complications chroniques et récidivant des ostéopathies constitutionnelles. Donc c'est très important et c'est médico-légal, donc on est en faute si on n'a pas réclamé d'ailleurs le CRO au patient ou au chirurgien qui nous réadresse. Il faut regarder si ce n'est pas une pseudarthrose ou un démontage ou une arthrose interapophysaire postérieure gauche. Donc il s'agissait bien sûr d'une arthrose interapophysaire postérieure L5S1. Et je vous fais un petit... ça, c'est la carte d'identité de l'arthrose interapophysaire postérieure, qu'on appelle aussi arthrose zygapophysaire. Donc c'est surtout le rachis lombaire, c'est favorisé par l'hyperlordose, la surcharge pondérale, la dégénérescence discale. Il faut bien savoir que cette articulation, elle est dotée d'une synoviale, d'une capsule. La capsule, elle est très richement innervée. Ce sont les rameaux du spinal, donc qui vont entraîner un syndrome hyper douloureux à deux types de radiculalgie, qui est non impulsive
donc à l'atout et qui n'est pas reprovoqué par la manœuvre de la SEG. Donc il y a un pincement à l'interligne, l'ostocondensation, l'échiote sous-chondrale, l'hypertrophie articulaire globale et parfois un kyste synovial. C'est pour ça que les radiologues l'appelaient en scanner et nous l'appelons aussi en imagerie hybride scintigraphique, le mushroom cap syndrome, parce que vu l'hypertrophie d'ensemble plus les autres manifestations osteoconstructrices, ça vous donne en axial, en transaxial, que ce soit sur le versant scanner ou sur la portion SPECT de votre imagerie hybride, ça vous donne un aspect en tête de champignon. Alors, les modifications dégénératives de L4-L5, qui sont une région cible liée à la dynamique humaine, qui sont associées aux impacts et aux contraintes répétées au vieillissement. Donc, sans vouloir vous faire de peine même légère, dès 30 ans, on a tous de l'arthrose, mais vous savez qu'il y a l'arthrose anatomique qui est invisible sur l'imagerie. On fait de plus en plus d'imagerie corps entier pour d'autres raisons, donc on tombe sur une arthrose image, qui n'est pas forcément une arthrose clinique, les gens ne connaissent pas leur articulation. Ensuite, vous avez une arthrose symptomatique, et sur l'arthrose symptomatique qui représente 15% de la population précédente, 5% des arthrosiques consultent. Dans les cas particuliers des arthroses secondaires, parce qu'ici on parlait de l'arthrose primitive, de l'arthrose spontanée, l'arthrose secondaire qui peut être liée par exemple à une fracture, un traumatisme, mais en ce qui nous concerne ici, c'est l'arthrose iatrogène. L'arthrose iatrogène, ça peut être donc l'arthrose de l'étage adjacent qui est liée effectivement aux contraintes et aux cisaillements excessifs qui est induit par la pose de l'arthrodèse. Dans ces cas-là, elle est toujours symptomatique et elle est formidablement accélérée. Elle peut survenir dès les 6 mois post-opératoires jusqu'à 10 ans post-opératoire. Ce qui veut dire que si un patient qui vient pour une lombalgie inflammatoire entre 6 et 10 ans après l'arthrodèse rachidienne, il y a possiblement une relation de causalité entre dégénérative, de nature dégénérative, entre l'intervention et la présentation clinique. Donc, si on revient maintenant quand même, puisqu'on fait quand même le tour de la question, quand on examine maintenant la qualité de la fusion intersomatique, donc la question qui était est-ce que vous aviez une pseudarthrose qui soit dissociée, SPECT+, c'était moins, ou SPECT-, c'était plus. En fait, non, comme vous le voyez, elle est miroir de l'image IRM en sagittal que je vous ai montré, vous aviez une fusion correcte. Et puis, gros piège en médecine nucléaire où nous sommes tous tombés dedans, comme l'a expliqué Benjamin, dans les cages intersomatiques, pour nourrir la perte osseuse qui a été en raison de l'avivement induit par le chirurgien, on prélève un greffon osseux, en général dans les pédiniaques postérieurs, et il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas dire qu'il y a un enchondrome ou un kyste, c'est simplement la prise de greffe qui peut entraîner une hyperfixation résiduelle, puisque vous avez dans le champ de l'imagerie hybride cette région quand il s'agit d'une arthrodèse lombaire. Donc le diagnostic définitif, il s'agissait d'un syndrome de l'étage adjacent, sous-jacent, qui peut s'exprimer sur toutes les articulations intersomatiques, interapophysaire postérieure, costo-transversaire, interépineuse. Il peut être sus- ou sous-jacent. Donc l'infiltration de l'IAP détermine un soulagement de la lombalgie et constitue un test diagnostique. Et bien sûr, la kiné, et en particulier pour cette dame, le régime, sont également de mise. Donc ça, c'est le tableau qu'on avait essayé de récapituler, qu'on a publié dans Seminars in Nuclear Medicine, où on vous a mis la nature de la lésion, la cause de la lésion et les conséquences, en particulier cliniques et sur l'imagerie. Donc ici, en anglais, c'est facet joint pathologie. Je vous remercie. Ah ouais, c'est celui-là le tien. Hein. C'est le premier, je pense. Ouais. Attends. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Alors, je vais juste commencer par vous montrer l'image qui a changé ma vie pour la compréhension de ce qu'était une arthrodèse rachidienne, une pièce anatomique. On voit donc au niveau sans doute d'un rachis lombaire les stigmates des vis transpédiculaires. Et ce qu'on a ici, c'est la greffe osseuse. C'est ce qu'on trouve ici. Et c'est ça que font les chirurgiens. Ils mettent des vis pour stabiliser le rachis de façon primaire et ensuite du greffon osseux qui va s'ossifier. Donc il y aura une activité osteoblastique ici. Et c'est ça qui, à terme, assurera l'arthrodèse, donc la fusion des deux pièces osseuses.
Et donc, greffe est le matériel qui n'a qu'un rôle de stérilisation transitoire. On peut imaginer que le matériel, on puisse l'enlever et la fusion sera tout de même assurée par la greffe osseuse. Donc, une autre illustration au niveau du rachis cervical, avec ici la cage. Et on voit donc ce que nous montrait notre collègue radiologue avant, l'équivalent des trabéculations intersomatiques au travers de la cage. Et donc, il faut prendre en considération la temporalité, bien sûr, quand on réfléchit aux arthrodèses rachidiennes, sachant que la fusion va être un processus dynamique. Donc au début, on a le greffon osseux qui se manifeste sous la forme de petites granulations, pas de trabéculation entre les plateaux vertébraux, et progressivement, la greffe osseuse va se constituer jusqu'à arriver à un stade d'ankylose, qui est le résultat convoité par le chirurgien. Et d'un point de vue de temporalité, le délai est d'environ 12 mois. Alors je vais un petit peu plus chez notre collègue pour le rachis lombaire, mais globalement, 12 mois, c'est la fenêtre temporelle dans laquelle on attend la fusion osseuse. Et donc effectivement, quand on regarde ça avec un regard de médecin nucléaire, on peut tout à fait faire le parallèle avec l'activité ostéoblastique et donc la fixation de notre traceur osseux. Et donc, pas d'intérêt vraiment à faire une scintigraphie osseuse dès les premiers stades d'une arthrodèse parce qu'on aura une activité ostéoblastique physiologique. Il faut bien que ces trabéculations osseuses soient constituées, mais progressivement, une fois le pontage osseux fait, on va atteindre une phase d'état et on va retrouver une fixation qu'on pourrait appeler basale ou d'état. Et quand surviennent éventuellement des complications, vous en aurez certaines, ça passe pas. Il y en aura certaines dans lesquelles en fait l'activité ostéoblastique ne va pas être impactée du tout, que ça puisse être des complications radiculaires, nerveuses, des brèches, mais dans d'autres cas, certaines complications vont augmenter l'activité ostéoblastique, que ce soit les pseudarthroses, que ce soit les rejets de matériel, etc. Et donc effectivement, il y a une place pour la scintigraphie osseuse dans ce contexte-là. Et le but du jeu, pour je vais essayer de vous transmettre avec deux cas cliniques, c'est effectivement d'imager un rachis, de retrouver à un endroit une augmentation focale du métabolisme osseux, à un ou plusieurs endroits, et de se demander à quoi c'est dû et quelle pathologie cette augmentation du métabolisme pourrait révéler. Et donc, bien évidemment, il est très important de prendre en considération le type de chirurgie et le délai post-opératoire. Imager un rachis arthrodésé au bout de 2 mois en scintigraphie osseuse, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, quand on prend cette séquence temporelle, effectivement, donc 6 mois, 12 mois, 18 mois, la fusion postérieure, elle s'atteint vers 12 mois. La fusion intersomatique, c'est un petit peu plus long. Et on a une hyperfixation physiologique post-opératoire qui va être un petit peu décalée, donc entre 12 et 18 mois, sauf matériel particulier, et ça j'en parlerai à la fin. Donc en prenant effectivement le tableau du Seminars Nuclear Medicine l'année dernière, qui reprend toutes les complications potentielles qu'on peut imager en scintigraphie osseuse. Et donc un premier dossier, un patient de 53 ans, une hernie discale L4-L5 qui avait été opérée, une récidive en 2011, avec en traitement une arthrodèse intersomatique. Ici on devine les petits clips de la cage et un TELIF, donc une arthrodèse par voie postérieure. Et on voit ici les vis transpédiculaires avec les tiges. Et ce patient présente secondairement une douleur à la palpation des vis et aux radiographies et au scanner, pas de pseudarthrose évidente, des trabéculations intracage présentes et des vis qui sont bien placées. Alors, je vous montre, en espérant que ça marche. Ouais. Je vais vous montrer donc la scintigraphie osseuse qui avait été réalisée chez ce patient. Alors, et on va se mettre en sagittal, c'est ce qui va être le plus facile. Alors en fait, j'ai pris ce cas aussi, parce que là, les images, vous allez les trouver très moches, à mon avis. Et quand on se déplace ici, dans le volume, on a l'impression qu'on voit pas grand-chose. Et ça, c'est juste un petit passage pour vous dire que quand on fait nos scanners, on choisit souvent une épaisseur de coupe, inframillimétrique, 2 mm, 3 mm. Et ça, par contre, c'est l'épaisseur des coupes dans le plan axial. Par contre, quand vous allez vous mettre en triangulation sagittale et frontale, vous allez souvent avoir, indépendamment de l'épaisseur de coupe reconstruite, une épaisseur dans les autres plans qui va être inframillimétrique. Donc là, on voit 0,98 mm. Et en fait, il est souvent très utile d'épaissir les coupes. Alors tout simplement, en fait, on les agrège en mettant la moyenne. Donc là, j'ai des coupes de 3 mm. Je vais faire la même chose ici. Et donc, on va être un peu plus à l'aise pour étudier notre rachis. Et donc, quand on se déplace dans le volume, on va retrouver, on voit d'ailleurs sur le MIP, 2 plages
qui sont assez intensément hyperfixantes. La première, elle intéresse ici non pas une articulaire postérieure qui est arthrodésée, mais elle intéresse la greffe osseuse, donc au niveau postérolatéral droit, et on retrouve une autre hyperfixation assez intense au niveau de la partie supérieure de la cage intersomatique. Et par contre, donc, de l'autre côté, on n'a aucune anomalie de fixation au niveau de la greffe postérieure. Ça vous paraît clair? Et donc, en paramédian droit, on retrouve une hyperfixation intense en regard de la greffe, et on peut deviner avec les yeux de la mauvaise foi une petite solution de continuité. Donc, voilà la planche donc, triangulée. Et au niveau intersomatique, on retrouve une hyperfixation intense à la partie supérieure de la cage, qui est enfoncée dans le plateau vertébral, et cette hyperfixation déborde vers les trabéculations intervertébrales. Donc voilà un rendu 3D, avec donc l'anomalie métabolique intersomatique et au niveau postérolatéral. Et donc, point de vue diagnostic, alors fracture, non, les topographies ne font pas avancer les fractures. Démontage du matériel, non, on n'avait aucune anomalie de fixation au contact du matériel. Par contre, une pseudarthrose postérieure, effectivement, solution de continuité hyperfixante au sein de la greffe, et une pseudarthrose intersomatique, donc hyperfixation intense au niveau de la cage et de la greffe, avec d'ailleurs un collapse. Le sepsis, on peut toujours se poser la question, comme vous le savez, notre tracérose n'est pas spécifique, mais en l'occurrence, l'atteinte bifocale est peu évocatrice, il n'y a pas de résorption osseuse particulière et on a des diagnostics alternatifs. Après, effectivement, tout le contexte clinico-biologique. Et donc, chez ce patient, donc, on a une pseudarthrose nette, à la fois sur le plan morphologique et métabolique, au niveau de cette arthrodèse. Et devenir de ce patient a bénéficié d'une reprise chirurgicale avec une extension d'ailleurs de son arthrodèse. Une image équivalente, donc de pseudarthrose, un patient de 52 ans, une arthrodèse L5-S1 par voie antérieure, par contre, il y a 26 mois, recrudescence douloureuse. Et là, je vous montre directement l'image fusionnée réorientée. Vous avez en fait ici la cage avec les trabéculations intervertébrales et on a une fixation très intense en regard de cette région. Et quand on prend les coupes scanner, on voit qu'il y a des discontinuités des pontages intersomatiques qui signent une pseudarthrose également chez ce patient. Donc pseudarthrose, définition consensuelle, elle peut être dite comme l'échec du pontage osseux à plus d'1 an de la chirurgie. Alors il y a différents types, c'est pas le plus intéressant. Par contre, ce qui est plus remarquable cliniquement, c'est que ça survient après une période post-opératoire, généralement sans douleur, qu'on appelle lune de miel. Parce que quand le chirurgien met en place son matériel d'ostéosynthèse, il y a une stabilisation primaire qui est faite. Par contre, s'il n'y a pas de fusion osseuse solide, inexorablement, il y aura une complication, un démontage de l'ensemble du matériel. Et donc, également, quand on évalue une arthrodèse qui touche plusieurs étages, gardez aussi en tête que la pseudarthrose concerne rarement un seul endroit au sein d'un montage. Alors, pour évaluer la fusion osseuse, donc, il y a la chirurgie, constatation péropératoire d'une ankylose satisfaisante. Les vertèbres sont-elles immobiles l'une par rapport à l'autre? Ensuite, il y a des radios, les radiodynamiques, le scanner, l'IRM et la scintigraphie. Et je voudrais juste insister sur deux choses. C'est l'importance de la résolution. Ça, c'est des études sur des pieds de mouton avec différents scanners qui ont été réalisés après des arthrodèses. Et c'est pour bien montrer l'importance de la résolution. Là, en fait, on ne voit pas de solution de continuité. Par contre, quand on avance vraiment dans la résolution, on peut voir ces solutions de continuité dans le pontage. Et cette appréciation, on va dire, millimétrique, inframillimétrique, elle est d'autant plus difficile à appréhender en imagerie conventionnelle qu'il y a les artefacts métalliques qui sont à côté. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une résolution métabolique. Alors, pseudarthrose et performance de la scintigraphie. Donc, dans un papier que j'avais rédigé, on avait retrouvé que pour les greffes postérieures, on avait une sensibilité de l'ordre de 80%, une spécificité de l'ordre de 80%. Donc, quand ça fixe au niveau postérieur pour attester d'une pseudarthrose, bien sûr, quand on est assez à distance de l'intervention. Pour les greffes intersomatiques, alors sensibilité assez élevée, par contre, une spécificité qu'on avait trouvée plus faible, parce qu'en fait, vous avez des contraintes mécaniques qui font que dans un certain nombre de cas, vous avez une fixation qui est un petit peu renforcée au niveau intersomatique. Par contre, bien sûr, importance de lecture hybride, quand vous avez une hyperfixation en regard d'une trabiculation qui est discontinue dans une arthrodèse, là, on est assez rassuré et performant
pour parler d'une pseudarthrose. Donc effectivement, quand on prend un peu de complications, donc Frédéric vous a parlé tout à l'heure des syndromes de dégénérescence adjacente. Je viens de vous parler des pseudarthroses. Et Frédéric,